Bienvenue à tous sur Paroles croisées. Ce podcast vise à sensibiliser et informer les étudiants et professionnels de santé sur les violences conjugales. Ce projet a été réalisé par 3 étudiantes de master de psychologie clinique et psychopathologie plurielle sous la supervision de Monsieur Didier Assier, enseignant-chercheur à Nantes Université. Dans chaque épisode, nous rencontrerons différents professionnels de santé pour échanger sur diverses problématiques. Bonjour, nous abordons aujourd'hui le sujet des enfants exposés aux violences conjugales dans leur famille. Pour cela, nous recevons Julien Laekauchi. Vous êtes psychologue clinicien et doctorant en psychologie. Vous travaillez actuellement sur votre thèse dont le sujet est l'enfant exposé aux séparations hautement conflictuelles et ou aux violences conjugales, en posant les questions de la relation avec l'attachement, la santé et le bien-être au début de l'âge adulte, et des interactions avec les contacts post-séparation. Comment vous êtes-vous orienté vers ce sujet ? Alors, ça a été un petit chemin en fait, ça a été un chemin qui a commencé en licence 3. En licence 3, donc j'étais à l'université de Rennes 2. Et en licence 3 à Rennes 2, on avait la possibilité de choisir des enseignements de spécialisation qui en fait nous préparaient à notre spécialisation en master. Il y avait un enseignement de spécialisation à Rennes 2 qui était l'enseignement de criminaux-victimaux. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la victimologie, ça m'a pas mal intéressé. Et donc la victimologie, c'est un champ très très large. Dans la victimologie, il y a la question des violences intrafamiliales, des violences sexuelles, etc. Donc d'abord par des lectures, ça m'a intéressé. Ensuite, j'ai été animateur de groupes de parole près de victimes de violences sexuelles. J'ai fait des stages auprès de personnes victimes de violences. Ça m'a beaucoup intéressé. Résultat, ensuite, un master de psychotrauma, d'autres expériences dans le domaine. Ça m'a aussi intéressé. Et la petite différence, c'est que justement en master, j'ai eu des expériences auprès de femmes et d'enfants exposés aux violences conjugales pour les enfants et directement victimes pour les femmes, donc qui étaient les mères de ces enfants. Et en fait, les enfants étaient obligés de maintenir le lien avec le père violent. Et j'ai vu en stage les conséquences que ça avait sur ces enfants. Et je me suis dit, mais est-ce que, parce que cette question-là, elle fait débat en fait, à la fois dans la société et dans la littérature, est-ce que un parent violent, un conjoint violent, il peut être un bon parent ? Et je me disais, est-ce que la littérature scientifique, est-ce que la science, est-ce que la recherche de manière générale, elle pourrait pas apporter des réponses sur cette question-là ? Voilà, c'est ce qui m'a amené à cette thèse. Lorsqu'un enfant est exposé à des violences conjugales, mais qui n'est pas lui-même victime de maltraitance, est-ce qu'on considère quand même que cet enfant est victime de violences conjugales et pourquoi ? Une victime, c'est une personne qui subit un préjudice ou qui subit une injustice. Si on se base sur ces critères-là, à mon sens, oui, un enfant exposé aux violences conjugales, c'est clairement une victime, il peut être considéré comme une victime. Après, donc voilà, ça c'est pour la partie un petit peu, si on se colle aux mots, quoi, et à la définition des mots. Mais si on regarde plus du point de vue du sens et de la recherche, en fait la présence de maltraitance, elle n'est pas nécessaire pour qu'il y ait des conséquences pour l'enfant. C'est vrai que si on compare les enfants qui sont exposés à des violences conjugales aux enfants exposés à des violences conjugales plus des maltraitances, ben les deuxièmes, ils ont plus de conséquences, ça c'est vrai. Mais les premiers, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de conséquences, il y a des conséquences réelles. Plus globalement, la violence conjugale, c'est un sujet qui est de plus en plus médiatisé en France et dans le monde depuis le début des années 2000. On a commencé par parler de la souffrance du conjoint violent, mais petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait un acteur souvent en plus dans la dyade. Il n'y avait pas seulement la dyade conjointe-conjoint, père-mère, il y avait aussi un enfant au milieu. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui parlent d'enfants co-victimes de violences. Moi dans ma tête j'utilise le terme d'enfants exposés aux violences, mais le terme d'enfant co-victime ça marche très bien aussi, quoi. Et quelle place justement a l'enfant dans ce cycle de la violence ? Est-ce qu'il est touché par le processus d'emprise au même titre que le parent victime ? Mais l'enfant il a une place directe dans le cycle de la violence déjà parce que généralement lorsqu'il y a violence conjugale il y a enfant. Il y a des données françaises, alors pour la France, hein, mais à l'international c'est plutôt la même chose, qui montrent que 80% des femmes qui sont victimes de violence, elles ont un enfant.
Donc la plupart du temps, il y a un enfant au centre, c'est ce que je vous disais juste avant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que l'enfant, il n'est pas passif face à la violence conjugale. Il essaye d'interpréter, de donner une signification à cette violence et d'évaluer le rôle que lui il peut jouer dans la résolution, dans l'empêchement de ces violences aussi. Donc il va essayer de comprendre les causes d'un événement violent, il va comprendre les différentes phases. Un enfant, il est capable de comprendre la phase de tension, la phase d'explosion de la violence, la phase de justification, la phase de lune de miel, tout ça, il y est sensible. Et souvent, il va en faire une évaluation personnelle de tout ça. Ça va être sa faute à lui. Et la recherche a montré que les enfants, par rapport à l'ensemble des enfants exposés aux violences conjugales, ceux qui vont placer la faute sur eux auront beaucoup plus de conséquences psychologiques, notamment de dépression. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'en fait, ils vont adapter leur quotidien au gré des différentes phases, des 4 phases de la violence conjugale telles qu'on les désigne généralement. Les enfants, ils vivent toute une gamme d'émotions qui va varier selon la phase dans laquelle ils sont. Lorsque la phase de tension s'installe, ils ressentent de la crainte, de l'anxiété. Lorsque la phase de la violence, lorsqu'on est dans la phase de la violence qui explose, ils vont ressentir de la crainte, de l'impuissance. Au moment de la phase de justification, donc c'est la fin de l'explosion des violences, là, il y a du soulagement, mais il y a aussi de l'ambivalence, parce que les justifications que le conjoint violent va faire vis-à-vis du partenaire violent, il va aussi les faire vis-à-vis de l'enfant. Et puis lors de la phase de la lune de miel, il y a de l'espoir que la violence, elle ne revienne jamais. Donc au fur et à mesure que les phases se succèdent, l'enfant il va être de plus en plus sensible aux différents signaux annonciateurs des tensions, de l'explosion de la violence. Voilà. Donc il y a une espèce d'hypervigilance constante en fait. Les enfants, je parlais de la phase de justification juste avant, les enfants ils sont aussi perméables aux propos de l'agresseur. Donc dans la phase de justification, le placement de la responsabilité sur la victime par l'agresseur, elle est aussi dite à l'enfant. Et les stratégies qui sont mises en place par l'agresseur avec le parent victime, elles sont mises en place aussi avec l'enfant d'une manière générale. Donc ça peut entraîner quelque chose dont on parle souvent dans les familles où il y a beaucoup de conflits et dans les familles où il y a de la violence, et pas seulement des conflits verbaux, c'est les fameux conflits de loyauté. Donc il peut y avoir beaucoup d'ambivalence entre les deux parents, ça c'est vrai, mais en fait le père il peut être tantôt vu comme instable, agressif et violent face à une mère qui est en souffrance, qui est en besoin d'aide en fait, et tantôt comme puissant, fort, dans son bon droit, face à une mère qui est fragile, qui est soumise et qui est responsable de ce qui se passe. Donc il peut y avoir ces différentes conceptions qui coexistent dans l'esprit de l'enfant. Pour autant, tous les enfants ne vivent pas des conflits de loyauté. Il y a certains enfants, beaucoup en fait, qui vont préférer faire une alliance avec un parent, une alliance qui est potentiellement justifiée, et se détacher du parent qui est agresseur. C'est une coalition qui permet à beaucoup de familles, dans beaucoup de familles, aux parents victimes et à l'enfant de survivre aux épisodes de violence en fait. Et on a, peut-être que vous en avez entendu parler, beaucoup d'histoires où c'est souvent un adolescent, une adolescente qui va dire à sa mère en fait c'est pas normal ce que tu es en train de vivre, ce qu'on est en train de vivre là, il faut partir maintenant. Et ça c'est le déclencheur du départ en fait, finalement. Okay. Et vous parliez de sentiment de responsabilité par les enfants. Qu'est-ce qui peut provoquer ce sentiment ? Sentiment de responsabilité, en fait, c'est un caractère fonctionnel. Me dire que je suis responsable de ce qui est en train de se passer, même si ce n'est pas réellement le cas, ça veut dire que je peux être acteur de ça. Ça veut dire que j'ai un rôle. Je ne suis pas juste un espèce d'objet passif qui ne peut absolument rien faire. Si je suis coupable de quelque chose, ça veut dire que j'ai un rôle dedans, ça veut dire que je peux agir dessus. Voilà. Donc cette culpabilité, on retrouve ça énormément chez les victimes, les enfants, beaucoup plus parce qu'ils ont moins de ressources cognitives pour gérer tout ça. Mais on retrouve aussi ça chez des adultes, des personnes victimes de viol aussi. Donc c'est quelque chose de très commun finalement, c'est quelque chose de fonctionnel sur le moment. À long terme, ça peut faire beaucoup de mal parce qu'en plus, ça se coupe souvent avec les propos de l'agresseur qui vont placer la culpabilité sur la victime. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler en thérapie. Okay. Mais on ne peut pas juste arriver devant une victime
qui dit non mais moi je suis coupable et dire non mais madame vous n'êtes pas coupable et tout s'efface et tout est bon quoi. C'est pas aussi simple et parfois cette culpabilité elle a des effets positifs finalement. Justement, on a commencé un peu à en parler. Quels impacts psychologiques de ces violences conjugales on va retrouver sur les enfants? Alors on pense notamment à des impacts sur la scolarité, sur leur développement émotionnel et cognitif, sur peut-être le risque de psychopathologie dans l'adolescence ou à l'âge adulte. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Peut-être commencer par les impacts à court terme. Oui. Il y a un certain nombre de conséquences qu'on va retrouver, c'est un petit peu comme toutes les formes d'adversité, hein. La recherche montre qu'il y a un impact sur plein de sphères du développement. Pour les enfants exposés aux violences conjugales spécifiquement, on va retrouver beaucoup de repli sur soi, du retrait des interactions sociales, des angoisses de séparation, des actes d'agression envers soi, des actes d'agression envers autrui, des troubles de l'affect, notamment de la dépression, de l'anxiété, des troubles post-traumatiques qui sont fréquents. Globalement, en fait, les enfants qui sont issus de familles où il y a de la violence conjugale, ils sont entre 30 et 40%, entre 30% et 40% plus à risque de psychopathologie. Donc c'est un risque non négligeable. Concernant le stress post-traumatique plus précisément, parce que c'est la psychopathologie à laquelle on pense le plus généralement, et qu'on retrouve beaucoup de fait, les enfants qui ont entre 8 et 10 ans et plus, mais les adolescents ensuite, ils réagissent souvent comme les adultes, avec un trouble de stress post-traumatique, donc avec les symptômes les plus communs, les symptômes de reviviscence, les flashbacks, les symptômes d'évitement, l'hypervigilance, les troubles de l'affect, les troubles de l'humeur. Ça on les retrouve, mais chez les plus jeunes, donc moins de 8 ans, aux alentours de 5 ans, il y a des signes qui sont différents, il y a des choses qui vont ressortir davantage. Les comportements immatures et régressifs, ça va être par exemple des enfants qui sont collés à leurs parents, souvent aux parents victimes, souvent à la mère donc, avec des comportements d'agrippement, des difficultés à s'endormir. Ça peut être de l'agressivité, des comportements destructeurs, ça peut être des cauchemars, ça peut être aussi des jeux ou des dessins où l'enfant il va rejouer le trauma en fait. Donc, voilà, sur le stress post-traumatique chez l'enfant, il y a certaines choses qu'on retrouve et qui ont voilà, une manifestation un petit peu différente des autres enfants, entre 0 et 18 ans. Donc il y a des conséquences délétères, mais il y a un constat qui est partagé par les spécialistes maintenant du sujet, c'est que tous les enfants exposés aux violences ne réagissent pas de la même façon. Et il y a des enfants qui y réagissent, alors j'ai envie de dire bien, non c'est pas vraiment bien, mais qui n'ont pas été énormément touchés par les violences. Il y a une étude qui a été faite en 2009 par Graham Berman et collègues, qui montrent des profils globaux en fait, d'enfants exposés aux violences conjugales. Donc ils ont fait une étude sur 219 enfants, et qui montrent qu'il y a différents profils d'enfants, et dans leur étude, ils montrent ce qui va faire qu'un enfant va être dans un profil ou dans l'autre. Donc dans leur étude, il y avait 24% des enfants qui présentaient de graves difficultés d'adaptation. Donc dans difficultés d'adaptation, c'est en fait les symptômes qu'on retrouve fréquemment, les problèmes internalisés, donc de la dépression, repli sur soi, ou des symptômes externalisés, donc des problèmes de comportement, typiquement c'est ça les problèmes d'adaptation. Donc il y avait à peu près un quart des enfants qui avaient de gros problèmes à ce niveau-là, à peu près 45%, la moitié, qui étaient dans une sorte d'entre-deux. Ils n'avaient pas de gros problèmes, mais ils avaient quand même une faible estime d'eux-mêmes, globalement, et de faibles compétences sociales. 11% souffraient uniquement de dépression, et 20%, donc 1 sur 5 à peu près, étaient considérés comme résilients, avec de fortes compétences sociales et peu de problèmes psychologiques. Sur ce qui permet de différencier les différents enfants, les enfants du groupe qui avaient de gros problèmes, ils avaient été témoins de davantage de violences conjugales. Ils avaient des mères qui présentaient des niveaux plus élevés de dépression et de symptômes liés au psychotrauma, comparés aux autres enfants, aux enfants des 3 autres groupes. Les enfants qui étaient résilients et les enfants qui étaient dans le groupe entre deux, ils avaient des mères qui exerçaient une parentalité de meilleure qualité, généralement. Et les enfants du profil dépressif, ils avaient été moins témoins de violence, mais ils ressentaient plus de peur, plus d'inquiétude concernant la sécurité de leur mère. Donc on a un certain nombre d'éléments. 1, le niveau de violence, et 2, autre élément hyper important, la parentalité, les capacités parentales du parent victime, c'est un autre élément hyper important pour estimer la conséquence que ça va avoir d'un enfant à un autre. Et est-ce que ces répercussions persistent à l'âge adulte? Oui, sur plusieurs domaines.
Euh, sur les conséquences générales, comme ce que je vous disais à court terme, globalement, une fois adultes, les enfants exposés aux violences conjugales, ils sont plus à risque de comportements à risque, de comportements antisociaux, donc comme dans l'enfance en fait. Plus à risque de comportements à risque, donc alcoolisme, toxicomanie, plus à risque de dépression, et ils considèrent globalement que par rapport au reste de la population, que leur vie, de manière générale, est moins satisfaisante que les autres. On n'a pas pour autant énormément d'études sur l'effet à long terme de l'exposition à la violence conjugale. La plupart des études qui ont été faites, elles se centrent sur quelque chose dont on parle souvent, c'est la transmission intergénérationnelle de la violence. Dit autrement, est-ce qu'un enfant exposé aux violences conjugales, une fois à l'âge adulte, il va être plus à risque d'être victime ou plus à risque d'être auteur de violence? Il y a même certains cliniciens auxquels moi j'ai été confronté dans ma pratique clinique qui disent que en fait, tous les auteurs de violences conjugales à l'âge adulte, ils ont été exposés aux violences conjugales lorsqu'ils étaient enfants. Ça, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, la recherche, elle montre que c'est pas vrai. Je peux pas vous sortir des chiffres comme ça, des taux précis, mais globalement, ça va dans les deux sens en fait. Les auteurs de violences à l'âge adulte, ils sont pas tous exposés aux violences conjugales dans l'enfance, et les enfants exposés aux violences conjugales, ils vont pas tous devenir des auteurs de violences ou des victimes. À ce sujet, quand même, il y a une étude qui est assez intéressante qui a été faite sur 543 enfants qui ont été suivis pendant 20 ans. Donc, c'est une étude longitudinale, c'est rare dans la recherche en psychologie notamment, et qui a regardé en fait l'effet de la maltraitance, l'effet des troubles du comportement durant l'enfance et l'adolescence, l'effet des comportements parentaux et l'effet de l'exposition à la violence conjugale. Ils ont regardé les effets différenciés de ces différentes variables-là sur le fait d'être soi-même auteur de violence ou victime à l'âge adulte. Dans le cadre conjugal. Et parmi tous les facteurs étudiés, l'exposition à la violence, elle était le deuxième plus gros prédicteur, derrière les problèmes de comportement durant l'enfance. C'était le deuxième plus gros prédicteur du fait d'être auteur de violence soi-même à l'âge adulte. En gros, c'était un risque multiplié par 3 par rapport aux autres personnes. L'exposition à la violence conjugale, c'était aussi le plus gros prédicteur par rapport aux 3 autres facteurs que j'ai abordés, d'être victime de violence conjugale, là aussi un risque multiplié par 3. Pour expliquer ça, il y a une théorie qui est assez utile, qui est assez connue, qui date du XXe siècle, en psychologie, qui est la théorie de l'apprentissage social de Bandura. Et en fait, qui dit que les enfants, ils apprennent en observant les comportements des autres, et particulièrement ceux de leur figure d'attachement, donc particulièrement ceux de leurs parents. Et l'observation de la violence qui est commise par les parents, elle peut être intériorisée comme une manière qui est normale de gérer les conflits. Il y a aussi un effet de renforcement positif, c'est-à-dire qu'un enfant qui observe qu'un parent violent, il obtient ce qu'il veut en étant violent, il va intérioriser que c'est un bon moyen de gérer les conflits en fait. Ça va me permettre d'obtenir ce que je désire dans la vie, d'être violent. Et la troisième chose qui permet d'expliquer, c'est qu'en gros, ils vont intérioriser que être un homme, c'est ça. Être une femme, c'est ça. C'est-à-dire que l'exposition répétée à la violence, ça va façonner les croyances sur les rôles de genre et sur l'expression de genre. Donc un petit garçon élevé dans un environnement violent, où son père il est violent sur sa mère, il va potentiellement penser que l'agressivité c'est normal lorsqu'on est un homme dans le cadre conjugal. Il va intérioriser que sa partenaire c'est normal qu'elle subisse des violences, et c'est aussi valable pour les petites filles. Les petites filles vont se dire, moi plus tard c'est normal en fait que je sois victime de violence. Si mon partenaire est violent avec moi, c'est normal. Être une femme, ça fait partie du fait d'être un homme, ça fait partie du fait d'être une femme. Donc voilà. Oui, à l'âge adulte, il y a des conséquences, et notamment dans la littérature, on a surtout des éléments sur cette transmission intergénérationnelle. C'est pas du 100%, mais il y a un lien, ça c'est sûr. Et par rapport à cette théorie, par rapport à l'apprentissage social, est-ce qu'on constate une différence entre les enfants qui ont été pris en charge et qui donc ont pu apprendre qu'il y avait d'autres modèles et les enfants qui n'ont pas été pris en charge? Alors ça dépend de ce que vous appelez prise en charge. J'ai pas d'éléments précis sur les croyances de genre. Ce qui est sûr dans la littérature, c'est que la littérature montre que les croyances de genre sur les rôles de genre ont un énorme impact sur la perpétration de violence ou la victimation de violence. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des interventions, je ne peux pas vous dire si c'est sur des enfants,
En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des interventions qui existent sur ces croyances de genre, aussi sur l'empathie, qui est un autre gros facteur qui est hyper important et à laquelle on est intériorisé, et qu'on intériorise aussi dans l'enfance avec nos relations avec nos parents. C'est une compétence émotionnelle comme les autres, hein, l'empathie. Et il y a des interventions sur ça qui montrent des résultats qui sont très intéressants, donc on peut agir là-dessus en tout cas, ça c'est sûr. Ok. Et donc de manière plus précise, au niveau du développement de l'enfant, est-ce qu'il y a des risques particuliers pour ces enfants victimes? Et est-ce que ces risques varient selon l'âge d'exposition aux violences? Ouais. Alors la réponse est oui, vous en doutez. Les risques qui commencent, ce qui est intéressant, c'est que les risques qui commencent dès la naissance. Si la mère elle est stressée, son corps il libère des hormones de stress. L'hormone de stress à laquelle on pense le plus, c'est le cortisol. Et ces hormones de stress, elles passent dans le cordon ombilical et elles vont avoir des conséquences sur le développement du fœtus dès là. Ce que la recherche a montré, c'est que ça entraîne un risque plus élevé, le fait que la mère soit victime de violence conjugale pendant la grossesse, ça entraîne un risque plus élevé de fausse couche et ça peut aussi entraîner que le bébé il va naître avec un poids plus faible. Alors cette question des violences pendant la grossesse, c'est une question hyper importante parce que on sait qu'il y a en gros 2 pics de violence chez les couples qui connaissent la violence conjugale, c'est au moment de la grossesse et au moment de l'annonce de la séparation par la personne victime, en tout cas d'une tentative de séparation. Ça, c'est les plus gros pics, et un pic un petit peu plus faible, c'est au moment de la naissance de l'enfant, où le partenaire amoureux agresseur, il va sentir que sa partenaire amoureuse, elle est en train de lui échapper parce qu'il y a un nouvel objet qui va être l'attention de la mère. Donc voilà. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Donc ça, c'est avant que l'enfant naisse. Une fois que l'enfant naît, il va être directement impacté par les violences. On pourrait penser que dans les premiers mois, dans les premières années, c'est une conception qu'on a eue pendant longtemps. L'enfant, c'est une espèce de boîte noire, de coquille vide, en fait, qui ne va pas vraiment percevoir ce qui se passe, qui ne va pas vraiment avoir conscience des choses. Mais en fait, il est bel et bien impacté parce que les violences dont l'enfant il est témoin, ça le stresse. Un enfant qui est témoin d'interactions violentes, il va être capable de faire la différence entre des interactions qui sont positives vis-à-vis de lui, vis-à-vis des autres, entre les adultes aussi. Il va faire la différence entre la valence positive et la valence négative d'un échange verbal. Et ça va le stresser. Et les données de la recherche, ils appuient ça, c'est que il y a une étude qui a été faite sur des bébés de 12 mois qui montrait qui avaient été exposés à la violence conjugale et qui a montré que ces enfants-là, ils vivent en moyenne une plus grande détresse lorsqu'ils sont exposés à des conflits verbaux en expérience, en laboratoire, par rapport aux enfants qui n'ont pas été exposés aux violences conjugales. Donc il y a une sensibilisation précoce en fait. Et dès tout petit, on va pouvoir voir ce qui va constituer la fondation de ce qui va se passer ensuite tout au long du développement. Chez les enfants exposés aux violences conjugales, on va observer plus de troubles internalisés et plus de troubles externalisés, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du repli sur soi, des problèmes de comportement. C'est des enfants qui vont paraître surinhibés, donc le repli sur soi, ou sous-inhibés avec en fait, de l'agressivité et des passages à l'acte violent vis-à-vis des pairs. Pairs, P-A-I-R-S. Donc, voilà. Tout ça, c'est assez logique parce que les structures qui gèrent le stress, elles ont été surstimulées et elles vont être cassées en quelque sorte. D'où les mécanismes adaptatifs qui dysfonctionnent. Donc c'est ce qui va faire que les enfants exposés à la violence conjugale, pour un certain nombre, ils vont avoir des réponses affectives et comportementales qui paraissent exagérées pour les adultes qui en prennent soin, notamment à la crèche, notamment à l'école, où on a des enfants qui ont des troubles du comportement manifestes, soit sur le versant sous-inhibé, soit sur le versant surinhibé, surinhibé, et on a du mal à mettre un sens sur tout ça. C'est souvent, on va dire, c'est des enfants à problème, oui, mais potentiellement derrière, il y a cette sensibilisation au stress qui fait qu'ils ne peuvent pas le gérer, le stress. Donc, in fine, on a des enfants qui sont difficiles à gérer à cause de leur grande inhibition, de leur agressivité. Justement, ce stress, donc il a des conséquences dans l'enfance, mais il va aussi produire des conséquences plus insidieuses à long terme. Il y a plusieurs recherches, il n'y en a pas énormément pour l'instant, mais il y a quand même un certain nombre qui montrent que l'exposition à la violence conjugale, ça a un effet négatif sur la santé à l'âge adulte. On sait en fait que l'exposition à un stress répété, d'une part, ça a un impact délétère sur les structures qui gèrent le stress, mais ça a aussi un impact sur
le système nerveux central dans sa globalité, et ça va augmenter la vulnérabilité à plein de maladies qui sont liées à ce système nerveux central, donc le cancer, les maladies coronariennes. Voilà. C'est une piste explicative de ces conséquences et du fait que à l'âge adulte, globalement, on a une moins bonne santé mentale quand on a été exposé aux violences conjugales. Là encore, c'est pas 100%, mais voilà. Vous demandiez si ces risques qui varient selon l'âge de l'enfant. Oui, une nouvelle fois, ce qu'on voit, c'est que les nourrissons, ils sont plus vulnérables, généralement. L'hypothèse qu'on fait, c'est qu'ils sont plus vulnérables parce qu'ils sont plus dépendants de leurs parents et ils sont plus exposés aux violences conjugales. Parce qu'un enfant de 3 ans, généralement, il sera plus en présence de ses parents qu'un enfant de 10 ans, qu'un adolescent de 15 ans. Donc c'est pour ça aussi qu'on retrouve des conséquences plus graves. L'autre explication aussi, c'est que, vous savez, les enfants, ils ont un cerveau émotionnel qui est très 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 immature. Et on prend souvent l'image que les parents, ils prêtent, entre guillemets, leur cerveau émotionnel à l'enfant pour que l'enfant se développe, jusqu'à ce que l'enfant, au fur et à mesure, développe ses propres capacités de gestion émotionnelle qui sont liées à ses capacités cognitives aussi. Donc en grandissant, l'enfant va avoir de plus en plus de capacités cognitives, de plus en plus de capacités de régulation émotionnelle, donc il sera potentiellement moins impacté. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas impacté, mais ça veut dire qu'il est moins impacté. Et puis aussi les ressources sociales. En grandissant, l'enfant il va donner une plus grande importance au père, aux amis. Voilà. D'ailleurs, par rapport à cette importance des amis, de la socialisation, comme souvent les victimes de violences conjugales au sein du couple ont tendance à être isolées de leur entourage par l'agresseur, est-ce qu'il va y avoir un phénomène similaire pour les enfants? Est-ce qu'ils vont être un peu isolés par le parent violent? Oui, complètement. Et les travaux récents, c'est une notion qui est en train d'émerger en France, qui est un petit peu plus ancienne dans la littérature anglo-saxonne, c'est la notion de contrôle coercitif. Et justement, il y a un certain nombre d'études maintenant qui montrent que le contrôle coercitif, donc qui va impacter, dans le contrôle coercitif, on a notamment la violence du point de vue social pour les adultes victimes de violences conjugales, donc pour le partenaire amoureux, le plus souvent la mère du co-victime, qui est isolée de son environnement social. Et du coup, ça agit aussi sur l'enfant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le partenaire violent, les stratégies qu'il utilise sur la femme victime de violence, il les utilise aussi sur l'enfant victime de violence. Pourquoi ? Parce que de fait, un enfant qui va avoir un gros entourage social, c'est un enfant qui va être plus à risque de révéler ce qui est en train de se passer dans le foyer. Donc ça, l'agresseur, il n'en a pas envie. D'accord. Et tout à l'heure, vous parliez de un des facteurs qui peut vraiment impacter les effets sur les enfants, c'était la qualité de la parentalité. Et moi, ça m'a renvoyé au développement de l'attachement. Donc, quel impact être victime de ces violences va avoir sur l'installation de l'attachement pour ces enfants? L'attachement, il est impacté sur ces différents systèmes. Dans la théorie de l'attachement, il y a 3 gros systèmes comportementaux. La théorie de l'attachement, c'est une théorie des systèmes comportementaux, de fait. Alors, on pense souvent au système d'attachement en lui-même, qui porte le nom de la théorie. Donc, c'est le fait que les jeunes enfants ils vont avoir des réflexes de succion lorsqu'ils sont petits, qui vont avoir des comportements prosociaux vis-à-vis de leur figure d'attachement, qui vont aller les chercher pour répondre à leurs besoins. Ça, c'est le système d'attachement. Et on a aussi le système de caregiving qui est activé chez les parents, normalement, chez les figures d'attachement. Et on a le système d'exploration. Donc, l'attachement chez les enfants exposés aux violences conjugales, il va être impacté sur les 3 systèmes. D'abord via le système d'attachement. Bowlby, déjà, il disait qu'une menace sur l'environnement de l'enfant ou sur un caregiver, ça peut activer son système d'attachement. D'une manière générale, un manque de sécurité émotionnelle et physique, par exemple l'expérience de la maltraitance ou de la violence conjugale, c'est un précurseur de l'attachement insécure. Donc, on a attachement sécure et attachement insécure. L'attachement insécure, on sait qu'il est associé plutôt aux conséquences négatives dans le développement pour l'enfant. L'attachement sécure, c'est l'inverse. Donc voilà.
Ça permet potentiellement d'expliquer. Mary Main, qui est une autre spécialiste de l'attachement, elle expliquait que le fait d'avoir un parent qui est soit effrayant, l'agresseur, soit effrayé, le parent victime, ça mène à ce qu'elle appelle des incohérences relationnelles, parce que l'enfant il va chercher du soutien auprès des sources de sa détresse. À la fois le parent effrayé et le parent effrayant, ça produit de la détresse chez l'enfant. Parce qu'il sent qu'il ne peut pas faire appel aux parents et à la figure d'attachement. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque en fait, la figure elle n'est pas disponible. Donc ça, ce mode de fonctionnement-là, c'est un gros précurseur de l'attachement désorganisé. L'attachement désorganisé, c'est l'un des styles d'attachement insécures, et c'est le style d'attachement qui est associé au plus de conséquences négatives sur le développement à long terme. Alors, pour aller sur le parent effrayant, donc l'agresseur plus spécifiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va y avoir d'un côté potentiellement un parent qui est aimant, qui est gentil, parce que le parent agresseur peut aussi être un parent qui va avoir l'air adapté de l'extérieur. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les stratégies. C'est les mêmes stratégies qu'on voit dans la partie justification, dans la partie lune de miel, c'est les mêmes avec l'enfant. Donc potentiellement, il va avoir parfois ce rôle de bon parent, ce parent aimant, ce parent qui va faire des compliments, qui va faire des câlins, qui va faire des bisous, qui va avoir des marques d'attention, qui va faire des cadeaux. Et de l'autre côté, c'est le parent effrayant, qui est potentiellement violent. Et une stratégie de l'enfant, parce que tout ça c'est trop dur à maintenir ces deux pôles-là, ça va être de minimiser les côtés négatifs du parent pour seulement maintenir l'image du bon parent, du parent positif. Ça c'est une tentative de gérer la détresse, c'est un mécanisme adaptatif, et ça va mener à l'attachement désorganisé, encore une fois. Du côté du parent effrayé, donc le parent victime, parce qu'il peut être débordé par ce qu'il subit, il ne pourra pas investir pleinement son rôle de parent, généralement. Du coup, les enfants vont avoir tendance à développer des méthodes qui ne sont pas adaptées, des méthodes pathologiques d'autorégulation de leur propre détresse, et vont aussi chercher à co-réguler le parent victime. Et donc là, on arrive sur un deuxième système, le système de caregiving, qui est du coup cette fois activé chez les enfants, alors qu'il est censé être activé chez le caregiver. Donc la figure d'attachement. Mais lorsque j'active mon système de caregiving, je ne peux pas activer mon système d'attachement et encore moins mon système d'exploration. C'est pas possible. Je suis en train, pas de me soucier de moi-même, mais de me soucier d'un autre. Alors ça, on a ça pour le parent victime. L'enfant, il va essayer de prendre soin, de protéger le parent victime. On a aussi ça avec les frères et sœurs. Avec souvent, on retrouve dans les fratries l'enfant qui va être le plus mature, souvent l'enfant le plus grand, qui va essayer de protéger ses frères et sœurs au moment des explosions de la violence, en les occupant dans la chambre. Pendant qu'il y a de la violence dans la cuisine, on va faire autre chose dans la chambre, on va aller dehors, on va aller dans le jardin, on va faire autre chose. Voilà. Mais à ce moment-là, du coup, l'enfant qui fait ça, il ne s'écoute pas lui-même. Donc le risque lié à ça, c'est que puisque l'enfant est trop jeune pour gérer tout ça, il va faire des espèces de burn-out en fait. Et du coup, les enfants qui vont s'impliquer comme ça, ils seront beaucoup plus à risque de dépression. C'est comme les enfants qui vont placer la responsabilité des conflits ou des violences sur eux-mêmes en fait. Et pour le troisième système, sur le jeune enfant, l'autre problème, ça va être l'exploration. Un enfant, ça a besoin d'explorer. La théorie de l'attachement, elle est basée sur c'est comme une pièce en fait, avec deux côtés, le système d'attachement et le système d'exploration. Quand le système d'attachement il est activé, le système d'exploration il est désactivé. Mais dès que je suis calme, en sécurité vis-à-vis de ma figure d'attachement, je vais activer mon système d'exploration. Ça peut être juste aller jouer, ça peut être prendre des petits risques en tant qu'enfant, ça peut être tenter des choses, c'est plein de choses, mais le système d'exploration, l'enfant il a besoin de ça pour se développer. Le système d'attachement c'est très important, mais le système d'exploration c'est très important aussi. Et chez les enfants exposés aux violences conjugales, que ce soit la figure d'attachement de l'agresseur ou la figure d'attachement du parent victime, mais c'est très difficile pour eux de faire office de base de sécurité pour que l'enfant il puisse aller chercher ensuite, activer son système d'exploration. Donc voilà, le système d'exploration est aussi impacté. Donc, pour résumer, globalement, les enfants exposés aux violences conjugales, ils sont beaucoup plus à risque d'attachement insécure. Et ils sont beaucoup plus à risque d'attachement insécure parce que tous les mécanismes qui sont au cœur de l'attachement, ils sont impactés en fait.
Et alors finalement, pour compléter cette réponse, est-ce qu'un conjoint violent peut être un père adapté? Et de fait, est-ce qu'il faut absolument chercher à maintenir le lien entre le père violent et l'enfant? Ça, c'est une grande, grande question. On en parle beaucoup dans la recherche, on en parle beaucoup chez les professionnels, on en parle dans une moindre mesure dans la société aussi, mais c'est une grosse question. Est-ce qu'un conjoint violent, ça peut être un parent adapté? De fait, vu que c'est des hommes les auteurs, est-ce qu'un partenaire violent, un homme violent, dans le cadre conjugal, il peut être un père adapté? C'est un débat qui est vieux sur l'opposition en fait, entre parentalité et conjugalité. In fine, c'est le débat sur le maintien du lien avec un parent violent qui est au cœur de tout ça. Et on a d'un côté des chercheurs et des professionnels qui disent qu'il faut séparer ces deux domaines. Dit autrement, un conjoint violent, il peut être un bon parent, parce que la sphère conjugale, elle ne va pas déborder sur la sphère parentale. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on a des chercheurs, des professionnels qui disent qu'on ne peut pas du tout séparer la sphère de la parentalité de la sphère de la conjugalité. Les arguments de ce camp-là, entre guillemets, de ceux qui refusent la séparation entre conjugalité et parentalité, ils sont de plusieurs ordres. Le premier ordre, ils disent que les traits de personnalité qui sont problématiques dans la sphère conjugale, ils sont aussi problématiques dans la sphère parentale. Donc on a l'immaturité, l'intolérance à la frustration, les problèmes d'empathie, le défaut d'empathie, l'imprévisibilité. Ça, c'est des notions qui sont hyper importantes lorsqu'on est parent. Si je suis parent, que je suis en train de vivre un moment avec mon enfant, ben, un enfant, c'est frustrant par définition dans plein d'aspects, parce que un enfant, ça va crier, un enfant, ça va pleurer, un enfant, ça va vouloir des choses que le parent ne veut pas forcément. Et si je suis intolérant à la frustration, si je suis imprévisible, ça va avoir un impact direct sur mon enfant. Donc ça, c'est le premier argument. L'autre argument, c'est que selon ce deuxième camp, entre guillemets, l'enfant, en maintenant le lien avec un parent violent, il va être à risque d'un certain nombre de choses. Première chose, de conflit de loyauté en étant au centre du conflit parental, avec souvent des pressions à prendre position et du chantage affectif. C'est une des stratégies qui est utilisée par les partenaires violents. Ensuite, il y a le risque d'exposition à de nouvelles violences de la part du parent violent. D'une manière générale, il y a le risque de la poursuite de la dynamique violente post-séparation, la dynamique violente qu'il y avait pré-séparation. Donc, le risque que le parent agresseur il maintienne les dynamiques de pouvoir et de contrôle, en fait, finalement. Et on a à ce propos de nombreux cas de féminicide qui ont lieu grâce au maintien du lien de l'enfant vis-à-vis du parent violent, et parfois même malgré la mise en place d'une ordonnance de protection. Il y a aussi le risque de réactivation du traumatisme en étant confronté au déclencheur du traumatisme, et ça même en l'absence de nouvelles violences. C'est-à-dire que le parent violent, il a été facteur de trauma pré-séparation. Le fait d'être exposé à ce parent violent, de le revoir post-séparation, même s'il n'est pas violent avec mon parent, ou même s'il n'est pas violent avec moi, ben, c'est le déclencheur en fait de mon trauma. Donc il y a un risque de retraumatisation, de réactivation du traumatisme, parce que les symptômes post-traumatiques, ils restent en fait, ils demeurent sur le long terme. On va souvent retrouver chez les enfants qui ont connu la violence conjugale, une hypervigilance, la peur, une surveillance de l'espace, des tentatives aussi de gestion du comportement du parent violent. On retrouvera souvent un soulagement lorsqu'il n'y a pas ou peu de contact avec le parent violent, mais pour autant une peur persistante parce que l'enfant il a peur que le parent violent il réapparaisse et qu'il fasse de nouveau du mal. Aussi un gros risque, c'est l'exposition à des maltraitances. Ça vaut pour les enfants qui ont connu une séparation parentale, mais aussi aux enfants pré-séparation qui sont avec un couple où il y a de la violence conjugale. Au sein du foyer, il y a 50% des enfants exposés aux violences conjugales qui sont maltraités. Ça varie un petit peu ce chiffre selon les études. Certaines études disent entre 40 et 60%, d'autres 50%. On peut faire une moyenne à 50%. Donc c'est un gros risque. L'autre argument, c'est l'argument de la parentalité. C'est-à-dire qu'il va y avoir le risque, en maintenant le lien avec un parent violent, avec le partenaire ou avec l'enfant, il y a le risque de maintenir l'attachement à une figure qui n'est pas sensible, qui n'est pas fiable, qui est imprévisible pour l'enfant.
et qui va valoriser éventuellement un autre modèle éducatif aussi. Donc ça va favoriser un attachement insécure et le maintien de schémas internes liés aux figures d'attachement qui sont négatifs. Alors que un lien plus faible, des contacts plus faibles ou mieux encadrés avec un parent violent, il permettrait potentiellement de laisser plus de place aux figures d'attachement sécures, positives dans l'environnement de l'enfant. Il y a aussi le risque de pratiques qui sont autoritaires, qui sont rigides, qui sont négligentes, qui sont non impliquées, qui sont trop permissives. Donc là, on retrouve ce qu'on disait sur le modèle éducatif qui est potentiellement est différent. Ça, c'est pour les arguments de ceux qui estiment qu'on ne peut pas séparer conjugalité et parentalité. Les arguments de ceux qui estiment qu'un conjoint violent, il peut être un bon parent. Leurs arguments, ils sont très liés à la définition des violences conjugales. Depuis tout à l'heure, je vous parle de violence conjugale et je me fie à l'une des définitions, à l'un des types de violence conjugale. Dans le langage commun, la violence conjugale, ça renvoie à l'image d'un partenaire violent physiquement, qui est dominateur, qui est contrôlant. Dans la littérature, le modèle de violence conjugale qui est le plus communément admis, c'est un modèle où il va y avoir différents types de violence conjugale. Le premier type, ça va être le contrôle coercitif, la violence coercitive contrôlante. Ça correspond, grosso modo, ce type de violence-là, il correspond au stéréotype qu'on a de la violence conjugale dans la société. La littérature a montré que c'est quasi exclusivement le fait d'hommes, ces violences-là, à 90% quasiment. Certains chercheurs disent que entre 50 et 75% des violences conjugales, c'est des violences de type coercitive contrôlante. D'autres disent que c'est pas la plus fréquente. Factuellement, c'est celle qu'on retrouve le plus dans les tribunaux et le plus dans la pratique clinique, en fait. Et c'est celle dont on parle le plus dans la société. Donc il y a cette violence-là. C'est cette violence-là dont je parle depuis tout à l'heure. Mais il y a aussi la violence situationnelle. La violence situationnelle, ça renvoie aux situations où potentiellement les deux partenaires ils sont violents l'un envers l'autre. Il n'y a pas de notion d'asymétrie entre les deux. Et les violences, elles vont être plus rares, moins graves. Quand je dis moins grave, on va faire, dans la littérature, il y a des notions de gravité, à la fois pour la violence psychologique et la violence physique. Moins grave, ça va être par exemple lancer un objet contre un mur, lancer un objet sur mon conjoint, c'est potentiellement moins grave que étrangler mon conjoint. Pourquoi on dit moins grave? Parce que ça va avoir moins de conséquences, généralement, sur le conjoint victime. Donc voilà, les violences situationnelles, ça va généralement être des violences verbales, épisodiques, circonscrites dans le temps, qui ne vont pas être très régulières, en fait, très différentes du pattern de violence constante, surtout psychologique, de fait, dans le contrôle coercitif. Il y a aussi d'autres types de violences conjugales. La résistance violente, c'est la violence conjugale employée par les personnes victimes de violences pour se défendre. Alors, entre guillemets, c'est pas une violence très productive. Bien évidemment, les victimes de violences sont complètement dans leur droit d'utiliser ça pour se défendre. Mais ce dont on se rend compte, c'est que les personnes qui utilisent cette violence-là, les victimes qui utilisent cette violence-là, elles sont exposées à encore plus de violence, parce qu'il y a une escalade, en fait. Donc ça, c'est le troisième type. Le quatrième type, c'est la violence conjugale liée à la séparation. Généralement, il va y avoir un seul acte de violence. C'est les deux partenaires ou un des partenaires qui a du mal à supporter la séparation, mais pas dans un cadre de contrôle coercitif. Il y a beaucoup de conflits, voilà. C'est assez rare quand même. Et puis le dernier type, c'est le contrôle coercitif mutuel. C'est même pas 1% de la violence conjugale, où là, les deux partenaires vont être contrôlants et dominants l'un envers l'autre. Donc l'argument de ceux, pour résumer, l'argument de ceux qui estiment qu'un conjoint violent peut être un bon parent, c'est que derrière le mot violence, il y a plein de choses. Il n'y a pas seulement de la domination, du contrôle. Il y a différentes situations et potentiellement des situations où la parentalité ne va pas être très atteinte et où surtout il n'y a pas un parent qui va être hyper adapté et l'autre qui ne sera pas du tout adapté. Les deux parents peuvent potentiellement être adaptés, il va falloir évaluer ça en fait. Et ce qu'ils disent, c'est que du coup, là, dans ces situations-là, potentiellement, rompre le lien avec l'un des parents, ça va avoir plus de conséquences que maintenir le lien avec une figure d'attachement qui est potentiellement positive. On sait, c'est comme une rupture amoureuse. Une rupture amoureuse, c'est une rupture du lien avec une figure d'attachement. Mais avec les enfants, un enfant qui perdrait le lien avec une figure d'attachement positive, c'est un petit peu la même chose. Ça va avoir des conséquences négatives aussi. Pour autant,
même chez ce deuxième camp, entre guillemets, on met l'accent sur le fait que ce qui est crucial, c'est de regarder les dynamiques de pouvoir dans la relation conjugale. S'il y a asymétrie, là, ça commence à poser un problème pour le parent victime et pour l'enfant. Et de l'autre côté, on parlait de conflit de loyauté, d'une parentalité qui peut être un peu plus difficile pour le parent victime. Quelle est la relation de l'enfant victime avec son parent victime, et est-ce que parfois il y a de la colère envers ce parent ou au contraire, enfin voilà. Oui. Cette relation, elle a impacté de manière générale. D'abord parce que le parent agresseur, généralement, il va attaquer la parentalité du parent victime via différentes stratégies, une critique de l'autorité maternelle, des compétences maternelles, ta mère elle est bonne à rien, elle sert à rien, etc. Le fait de décrire la mère comme folle, comme dépressive, comme malade mentale. Ça peut être, une autre stratégie, ça peut être d'enseigner à l'enfant à mépriser la mère, parfois en l'impliquant dans la violence que le parent agresseur va perpétrer sur la mère. Donc l'enfant, parfois, il peut prendre le parti du parent agresseur. Factuellement aussi, les femmes victimes de violences conjugales, elles voient souvent leur capacité parentale atteinte. D'une manière générale, elles ont une représentation plus négative de leur nourrisson, ça c'est pour les jeunes mères, une représentation plus négative d'elles-mêmes comme mères aussi. Il y a une étude qui a été faite qui regardait les différentes variables incluses dans la parentalité. Donc il y avait le soutien social, il y avait la santé psychologique, il y avait la violence conjugale. Et dans cette étude, la variable de la violence conjugale, c'était le meilleur prédicteur de la chaleur maternelle. La chaleur maternelle, c'est une des grosses dimensions de la parentalité positive, des dimensions de la parentalité qui ont un impact positif sur l'enfant. Donc de fait, la violence conjugale, ça a un impact sur la parentalité d'une manière générale. Pour autant, il n'y a pas de règle absolue. C'est-à-dire que ça, les spécialistes mettent beaucoup l'accent là-dessus. Il y a des parents victimes, souvent des mères, qui vont surinvestir leur parentalité, parfois sur un versant négatif, avec des parents qui vont être trop présents, qui vont être collés à leur enfant, alors que l'enfant n'en a pas forcément besoin ou envie. Mais il y a aussi des parents qui vont être très adaptés dans leur parentalité, notamment pour protéger, ils vont tout faire pour protéger l'enfant, et avec succès, de fait, parfois, pour protéger l'enfant de la violence conjugale. Donc il n'y a pas de règle absolue. D'autres vont être plus impactés, vont avoir du mal à s'investir pleinement dans leur parentalité parce que il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas la force pour gérer tout ça. Concernant les enfants plus spécifiquement, c'est pas des témoins passifs les enfants, ils vont mettre en place plein de choses généralement pour se protéger de la violence conjugale, pour communiquer leurs besoins aux parents victimes, pour défier l'agresseur parfois, pour s'en cacher, pour réduire le danger. Ça, c'est une résistance, c'est un petit peu comme la culpabilité de tout à l'heure, c'est une résistance qui leur permet de se sentir acteur en fait, et de survivre à tout ça. La relation avec le parent victime, on en parlait, le mécanisme de solidarité, c'est ce qui permet de survivre au vécu de la violence. Ça permet de lutter contre la résignation, et des fois, cette implication de l'enfant vis-à-vis de son parent, ça va permettre le départ du foyer, ou en tout cas la fin de cette relation nocive. Vous avez parlé d'une perception plus négative du nourrisson par les mères victimes. Est-ce que ça peut, par exemple, si les violences ont commencé au moment de la grossesse, comme c'est souvent le cas, est-ce qu'il peut y avoir un rejet de l'enfant, comme une mise de la faute sur l'enfant par le parent victime? Vous voulez dire une mise de la faute par l'enfant des violences qui ont eu lieu au moment de la grossesse? Finalement, une interprétation de la mère victime que les violences sont liées à l'arrivée de l'enfant et viennent déclencher des violences qui n'existaient pas forcément. Et du coup, rejeter l'enfant. C'est une bonne question. J'ai pas la réponse. À ma connaissance, souvent, les femmes victimes de violences conjugales vont beaucoup investir ce moment de l'arrivée du bébé, parce que c'est enfin un facteur positif dans une vie qui est très très négative de fait, parce que
le contrôle coercitif comment dire, enfermer toutes les dimensions positives et empêcher toute positivité ou presque dans la vie des personnes victimes. Donc l'enfant sait cette petite chose positive, vecteur de bonheur, vectrice de bonheur. Je sais pas, j'ai pas la réponse à votre question. Ce serait intéressant de creuser, ouais. Nouveau sujet de recherche. Pour les professionnels qui sont au contact des enfants, par exemple dans le milieu scolaire ou médical, quels sont les signaux d'alerte qui peuvent être repérés et qu'est-ce que ces professionnels peuvent en faire une fois qu'ils les ont identifiés? Comment ils peuvent agir? Les signaux, il y en a plusieurs. Déjà, il y a les jeux, ce qu'on appelle le jeu traumatique, c'est-à-dire des jeux où l'enfant il va rejouer ce qu'il a vécu et qu'il a déstabilisé, mais la manière de distinguer ces jeux traumatiques des autres types de jeux qui sont liés au trauma, c'est que en fait, on va pas pouvoir atteindre l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il est pris dans son truc, il est comme absorbé et on peut pas vraiment l'atteindre en fait. Donc il y a ça. Il y a ces jeux traumatiques, il y a les dessins des enfants, bien évidemment, comment ils représentent leur famille, les couleurs qu'ils utilisent. Ça, c'est intéressant à regarder. C'est important lorsque on regarde les dessins de l'enfant, de les commenter avec lui, qu'il puisse commenter ces dessins. Ok, tu as fait ça, mais ça veut dire quoi ça? Comment tu l'interprètes? Les couleurs, par exemple, qu'est-ce qui va interpeller comme... Des dessins où si l'enfant il a juste un stylo noir, bon. Mais si l'enfant il a toute une palette de couleurs et tout est en noir sur son dessin, c'est pas une très bonne nouvelle généralement. Alors, faut faire attention aussi à pas tout interpréter avec un dessin. C'est de voir si, d'une manière générale, il y a des tendances dans les dessins que fait l'enfant. Voilà. S'il y a pas mal de couleurs chaudes, le jaune, le vert, le bleu clair, normalement c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il y a les jeux, les dessins, ça peut être aussi dans son comportement, hein. On l'a dit plusieurs fois depuis tout à l'heure, une forte inhibition, une forte désinhibition, des problèmes de comportement. Ça peut être aussi ce que dit l'enfant. Il y a des questions toutes simples qu'on peut poser à n'importe quel enfant. Qu'est-ce qui se passe quand papa et maman se disputent? Est-ce qu'ils se frappent? Est-ce qu'ils se poussent? Comment toi tu te sens quand ils se disputent? Quand toi tu fais une bêtise, qu'est-ce qui se passe? Là c'est pour aller voir, hein. On disait tout à l'heure, 50% des enfants exposés aux violences conjugales, il y a un débordement sur eux. Donc il faut aller voir s'il y a ce débordement. Si l'enfant parle de coups de violence physique, est-ce que tu peux me dire avec quoi on te frappe? Sur quelle partie de ton corps? Est-ce que ça laisse des marques ou des bleus? Qui est-ce qui te frappe? Est-ce que ça arrive souvent? Ça permettra de qualifier les choses pour un signalement, par exemple, ou pour une information préoccupante. C'est hyper important. Une fois qu'on détecte ça, c'est aussi important d'en parler avec le parent victime. Là aussi, il y a quelques questions simples. Est-ce que vous vous sentez parfois en insécurité? Est-ce que vous avez peur chez vous? Qu'est-ce qui se passe en général quand vous disputez avec votre partenaire? Est-ce que ces disputes deviennent violentes parfois? Est-ce que la violence elle vise parfois l'enfant? Comment vous y prenez vous pour éduquer votre enfant au niveau de la discipline? Et donc l'un des leviers pour les professionnels, mais pour les citoyens aussi, hein, on en parle peu, mais le signalement, n'importe quel citoyen peut le faire. Au niveau des signalements et des informations préoccupantes, s'il y a un danger imminent et immédiat et une nécessité de protection judiciaire, on peut faire un signalement au procureur de la République, du tribunal de grande instance, du département où habite l'enfant. Si le risque n'est pas imminent, on peut faire une information préoccupante à la CRIP, donc la cellule de recueil des informations préoccupantes. Par contre, il faut avertir les femmes et les enfants, enfin, le parent victime et l'enfant exposé à la violence co-victime, de la démarche. Parce que ces enfants et ces parents, ils sont habitués à ce qu'on prenne des décisions à leur place, qu'on les domine. Il ne faut surtout pas rejouer ça en thérapie ou dans n'importe quelle relation, hein, que ce soit une relation amicale, si c'est un ou une de vos proches qui est touché, voilà. Le consentement, il doit être au cœur de toute démarche avec ces personnes-là. Donc il faut les mettre dans la boucle et leur dire qu'on souhaite faire ça parce qu'il y a un certain nombre de choses qui le justifient à notre sens. Et là, si on est psychologue, si on est professionnel de santé, si on est professionnel tout court, on peut avoir cette casquette de professionnel qui légitime notre démarche et qui légitimera aux yeux du parent, aux yeux de l'enfant aussi cette démarche-là.
Ça permet voilà, de préserver le lien de confiance malgré tout, de leur en parler. Si on a des doutes, on peut appeler la CRIP, la cellule de recueil la cellule de recueil des informations préoccupantes. Si on a des doutes, on peut les appeler, leur présenter la situation et ils vont potentiellement nous orienter. Oui, là il faut faire une IP, là oui, il faut faire un signalement. Voilà. Et dans cette prise en charge, comment est-ce que les conflits entre les parents, que ce soit conflits ou violences, peuvent influencer cette prise en charge? Est-ce que il peut y avoir des refus de soins et comment ou des problèmes d'alliance, une forme de triangulation un peu compliquée avec les conflits de loyauté aussi. Comment on peut gérer ces difficultés? Cette notion de l'appréciation des tensions entre deux partenaires et entre deux parents, c'est une grosse question pour tous les professionnels qui sont confrontés, notamment les professionnels de la protection de l'enfance, notamment les professionnels du milieu judiciaire, les juges des enfants, les médiateurs, les avocats aussi, et les parents eux-mêmes de fait. On peut dire aussi que l'appareil judiciaire, même si ça va de mieux en mieux, il est impliqué dans cette difficulté. Il y a des chiffres français là-dessus. On estime au bas mot qu'il y a 400 000 enfants co-victimes de violences conjugales en France. Et en 2019, il y avait eu seulement 1500 condamnations pour violences conjugales avec comme circonstance aggravante le fait qu'il y ait un enfant. Et il y avait seulement 58 suspensions ou retrait de l'autorité parentale du parent violent qui étaient prononcés par le juge pénal sur 400 000 enfants co-victimes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir énormément de situations où les enfants exposés aux violences conjugales, soit ils vont avoir un contact fréquent avec ce parent auteur de violence, petit 1, et petit 2, le parent auteur de violence, il va avoir un rôle toujours dans les différentes décisions qui sont prises pour l'enfant. Il va y avoir plein de conséquences, potentiellement une impossibilité de mettre en place des soins adaptés quand les parents violents s'y opposent, une réexposition traumatique aux parents violents avec une impossibilité de soigner l'enfant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si l'enfant il continue d'être exposé à la problématique de la violence, on ne peut pas le soigner. Je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà été confronté à ça dans votre pratique. Personnellement en clinique, je me souviens qu'il y avait une femme victime de violence, qui souffrait d'un stress post-traumatique. Son partenaire violent avait été emprisonné, il sortait 2 semaines plus tard, sans bracelet anti-rapprochement, sans mesures restrictives. Le soin du psychotrauma, par définition, il repose sur le fait de faire comprendre au cerveau de la victime que maintenant le trauma s'est passé et qu'on peut passer à autre chose. Comment vous voulez passer à autre chose quand le stresseur, il stresse toujours? C'est pas possible. Ces violences, elles vont impacter la prise en charge psycho-médico-sociale de l'enfant parce que c'est complètement intriqué avec, en fait. Et cette prise en charge de l'enfant, elle va être très difficile si les violences continuent. Et puis aussi, l'autre conséquence, c'est l'obligation de maintenir le lien avec le parent violent pour le parent victime. Alors, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place. Déjà, l'oral et le contact direct entre le parent agresseur et le parent victime, c'est le meilleur atout du parent agresseur. Parce qu'il va pouvoir être à nouveau violent, il va pouvoir à nouveau manipuler, il va pouvoir continuer à mettre le doute sur les professionnels, sur le parent victime, sur l'enfant. Donc pour ça, il y a quelque chose qui est utilisé dans beaucoup de structures spécialisées sur ces questions-là, c'est tout passer par écrit. Plus aucun contact entre le parent victime et le parent agresseur. On passe tout par écrit, on passe par des tiers, c'est la sœur du parent victime qui va amener l'enfant chez le parent agresseur s'il y a toujours un mode de résidence avec une résidence alternée ou avec l'enfant qui va aller chez le parent agresseur un week-end sur 2 pendant les vacances, etc. C'est pas le parent victime qui va amener l'enfant. En tant que professionnel, s'il n'y a pas de retrait de l'autorité parentale pour le parent auteur,
c'est important de favoriser ce qu'on appelle une parentalité en parallèle plutôt qu'une coparentalité. La coparentalité, elle n'est pas possible, c'est pas possible de prendre des décisions ensemble. Donc c'est une parentalité en parallèle, on va tout passer par écrit. Essayer de cloisonner les choses. Un autre élément lorsqu'il n'y a pas de séparation ou de jugement et que les parents sont toujours en couple, c'est de recevoir les deux parents séparément surtout. Pour que les deux parents ils soient libres de dire ce qu'ils veulent et surtout que le parent victime n'ait pas peur de dire certaines choses. Sinon, là encore, la violence elle va impacter la prise en charge parce qu'il ne pourra pas y avoir de prise en charge parce que potentiellement il n'y aura pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de violence, tout se passe très bien. L'isolement du parent victime et de l'enfant, c'est une autre arme pour empêcher la prise en charge de l'enfant parce que le parent agresseur, il pourra continuer d'entretenir le doute et argumenter sur le fait que l'autre parent, il est fou ou elle est folle, qu'elle invente des choses. La solution en tant que professionnel, notamment en tant que psychologue si on travaille seul, mais même si on travaille dans des structures, c'est de travailler en réseau. Ça, c'est la première règle lorsqu'on travaille avec des victimes quelles qu'elles soient, c'est de travailler en réseau. Donc d'essayer d'aller vers une prise en charge qui est pluriel, en se mettant en lien avec des structures spécialisées, via les CIDFF, les Centres d'information pour les droits des femmes et les familles, via France Victime. Normalement, il y a un CIDFF et un France Victime par département. Via les maisons des femmes, il y en a de plus en plus en France, ça explose depuis celle de Saint-Denis, maintenant il y en a à Rennes, il y en a à Bordeaux, il y en a une à Lyon je crois, il y en a une à Marseille, il y en a plein. Et ces structures-là, elles sont habituées à ces situations, mais notamment aux stratégies des agresseurs. Elles les verront venir et elles pourront travailler de concert avec le psychologue en libéral éventuellement pour gérer tout ça et notamment gérer tout ça sur le plan juridique. Sur le plan juridique, c'est bien aussi quand on est psychologue, même si on travaille dans une structure, parce que toutes les structures n'ont pas des juristes, d'avoir une liste d'avocats spécialisés avec lesquels on peut travailler, avec lesquels on va être habitué à travailler au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années. Et ça facilite énormément les choses et ça va accélérer les choses, surtout parce que c'est des procédures très très longues en justice. Donc voilà, en tant que psychologue, on peut aussi produire des attestations de suivi qui disent, en gros, on peut trouver des modèles sur Internet, via notamment la Haute Autorité de Santé, qui propose des modèles d'attestation de suivi pour les professionnels de santé. Donc, en tant que psychologue, on peut produire une attestation de suivi qui dit Madame ou Monsieur ou l'enfant m'a dit ça, je constate telle psychopathologie, un stress post-traumatique complexe, des troubles anxieux, un trouble anxieux généralisé, un trouble dépressif, un épisode dépressif, voilà. Potentiellement, on peut peut-être, dans l'attestation, on peut potentiellement le mettre en lien avec ce que madame m'a dit, ce que monsieur m'a dit, ce que l'enfant m'a dit. Voilà. Et puis aussi, en tant que psychologue, travailler avec des psychiatres, parce que les psychiatres, c'est des médecins, ils ont une autre casquette que la nôtre, ils peuvent avoir en plus un complément utile pour la médicamentation qui parfois fait des miracles, honnêtement. Généralement, par exemple, pour un trouble anxieux, pour un trouble dépressif, une prise en charge, j'en sais rien par exemple, TCC plus médicaments, ça va avoir un effet double par rapport à seulement médicaments ou seulement TCC. Donc c'est super important. Et puis les psychiatres, eux aussi, peuvent faire des attestations qui auront un poids égal et, soyons honnêtes, souvent supérieur à celui de l'attestation produite par un psychologue ou un autre professionnel de la santé. Et ça aussi, ce sera très utile, notamment s'il y a un jugement auprès du juge aux affaires familiales, un jugement auprès du juge des enfants. Donc, voilà. Autre élément important, c'est la confusion entre conflit et violence, qui va être dommageable pour la prise en charge de l'enfant, parce qu'on va considérer qu'il est dans une situation, un conflit, qui n'est pas la réelle situation, qui est une situation de violence en fait. La solution pour ça, il y a un outil qui a été développé en 2008 par Peter Jaff et 3 collègues qui sont spécialisés sur la violence conjugale au Canada, qui s'appelle le PPP Screening, donc les 3 P, qui a été traduit en français dans le livre Violence conjugale, le droit d'être protégé, qui a été écrit par Ernestine Ronay et Édouard Durand, qui est sorti en 2020 je crois, donc il y a quelques années. Donc vous avez l'outil traduit en français en détail à la fin du livre. Et ça permet aux professionnels de différencier entre conflit et violence. On va notamment, via cet outil-là, essayer d'aller voir si l'un des parents il a été isolé de son entourage, si un membre du couple il détaille des événements, alors qu'il y a un autre membre du couple qui est plutôt dans la négation des événements. Voilà. Donc, je
vous dis pas tous les items, il y en a une trentaine, je crois. Et ça, c'est pas mal, à la fois dans la recherche, mais aussi d'un point de vue clinique. La dernière chose qui peut poser obstacle, c'est la méconnaissance des dispositifs judiciaires, à la fois pour les professionnels et pour les parents victimes. Et c'est le rôle des professionnels de leur faire prendre connaissance aux parents victimes de ces dispositifs. Il y a plusieurs choses qui existent et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Le législateur, il a pris conscience depuis le début des années 2000 de la place des enfants là-dedans, de l'importance des mécanismes de contrôle, de domination sur le parent victime, sur l'enfant aussi. Et il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. L'ordonnance de protection, qui interdit d'entrer en contact pour le parent agresseur, qui suspend les droits de visite et d'hébergement. Ça peut être prononcé maintenant avec la loi de je crois, 2010, dans les 24 heures après que la victime se soit déclarée auprès de la justice. Une ordonnance de protection, elle peut être mise en place. Donc ça peut aller très très vite. Il y a aussi l'exclusion, on en parle assez peu, ça. Souvent, c'est aux parents victimes de partir, mais en fait, il y a un dispositif judiciaire qui s'appelle l'exclusion du domicile de l'auteur de violence, qui peut être déclenché. Et donc, c'est plutôt logique, en fait. Le parent victime et son enfant, ils peuvent rester dans le logement, même si le logement ne leur appartient pas, même s'il appartient au parent agresseur, le parent agresseur peut être expulsé du logement. Dans les faits, d'après les professionnels qui travaillent tout le temps là-dessus, c'est très très rare que cette mesure soit mise en place, mais ça existe. Puis aussi l'exercice exclusif de l'autorité parentale, qui est un autre mécanisme qui est lié à l'ordonnance de protection. Sur cette autorité parentale, il y a des lois de 2019 et 2020 qui sont assez récentes qui permettent le retrait de l'autorité parentale ou la suspension. Donc il y a une suspension automatique de l'autorité parentale si le parent il est poursuivi ou si le parent il est condamné pour crime commis sur l'autre parent. Et il y a une possibilité de retrait de l'autorité parentale à l'égard du parent condamné pour un délit ou un crime commis sur son enfant ou sur l'autre parent. Voilà. Ça permet en fait que ce fameux maintien du lien avec le parent violent, dans ces situations-là, ce soit plus un sujet, parce que du coup il n'y a plus d'autorité parentale et potentiellement plus de lien avec le parent auteur. Après, voilà, il y a aussi des solutions hybrides qui existent avec les visites en milieu médiatisé. Mais de mon point de vue, dans ces cas-là, il faut toujours le guide. Le guide, c'est de regarder ce que dit l'enfant, se coller à ce que dit l'enfant et prendre les décisions en fonction de ça. Voilà, donc globalement, pour conclure, les violences conjugales, ça a un impact négatif sur l'enfant, mais c'est de plus en plus pris au sérieux. Il y a des interventions, ça c'est avec les lunettes de chercheurs, il y a des interventions qui sont développées, qui sont très prometteuses, qui marchent très 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 bien. Et puis les cliniciens sont de plus en plus formés à tout ça, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Très bien. Eh bien, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter à l'adressage des étudiants et des professionnels un petit mot Déjà, m'adresser à vous. Je trouve que c'est une initiative géniale. Et vous prouvez ce par quoi j'ai terminé, c'est-à-dire que c'est de plus en plus pris au sérieux, et pris en sérieux carrément par des personnes qui ne sont même pas encore psychologues, qui sont en train encore en études de psychologie, et qui font des initiatives comme la vôtre, donc bravo, c'est génial, et voilà, c'est la nouvelle génération. Sinon, pour les professionnels et les étudiants, si il ou elle écoute ce podcast, j'imagine que c'est pas les personnes qu'il faut former en priorité, parce que j'imagine qu'elles ont un intérêt là-dessus. Donc c'est d'en parler le plus possible, de sensibiliser, ça prend de l'énergie, parfois on a des réactions négatives, mais en fait on est de plus en plus à s'intéresser à tout ça. Et donc ça va créer, je pense, une génération de personnes. Tout ça, en plus ça s'allie avec le mouvement MeToo, avec une révolution et une prise de conscience féministe des choses. Donc ça va de mieux en mieux, donc parlons-en de plus en plus, et ce sera une courbe exponentielle, quoi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Laekoshi, pour votre participation. Merci à vous. Merci.